Franck Riester, tout de suite l'actualité. Le Premier ministre a plaidé hier à la télévision pour une baisse d'impôts à la sortie du grand débat. Comment va-t-on faire s'il faut faire des économies? Est-ce que la culture va être affectée par ces économies à faire? Tous les ministères doivent s'organiser mieux pour mobiliser les moyens là où il y en a le plus besoin. Et la culture doit aussi s'inscrire dans ce mouvement d'optimisation de la dépense publique. Pour autant, le président de la République, le Premier ministre, moi-même en tant que ministre, nous avons une volonté très forte que la culture soit au cœur des politiques publiques. Vous voyez bien que dans un moment de tension dans la société, dans un moment où il y a des problèmes de cohésion sociale, nationale, on a besoin de la culture, parce que la culture rassemble, parce que la culture est un ciment entre les personnes. Et donc, bien évidemment, qu'il y a une volonté très forte en matière culturelle, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de réfléchir à la meilleure organisation possible pour que les moyens publics, parce que pour financer les moyens publics, il y a de l'impôt, soient le mieux utilisés possible au service des missions de service public et de la culture. La culture, elle était assez absente du grand débat. Enfin... Alors, vous savez qu'a été fait un choix de retenir des thèmes qui sont des thèmes transversaux et pas des thèmes thématiques. Ce n'est pas par thème l'agriculture, la culture, le sport, la jeunesse. Bon, c'est des thèmes transversaux, la fiscalité, l'organisation des services publics. Et donc, on a dans chaque thème des éléments qui touchent la culture. Et c'est vrai qu'au départ, je reconnais que ça n'a pas été les premières expressions de nos compatriotes de parler de culture. Ça change. Les retours que l'on a des débats montrent que progressivement, les Français parlent des politiques culturelles. Je rappelle que c'est un formidable succès, le grand débat. 10 000 grands débats organisés partout en France. 10 000, avec 1 million de contributions sur le site du grand débat, du débat national. On peut être fier de ce qui a été fait depuis 60 ans en matière de politique culturelle dans ce pays. Pour autant, ça nécessite peut-être de réfléchir à comment moderniser ces politiques culturelles dans l'esprit de ce que je vous disais, de revenir aux fondamentaux et notamment de remettre les artistes et les Français au cœur des politiques culturelles. Et puis d'optimiser peut-être l'organisation de tout ça pour que ça soit mieux optimisé. Les Français s'expriment beaucoup, le président aussi. Et effectivement, il a des interventions très très longues qui sont filmées en direct, retransmises en direct sur les chaînes info. L'opposition s'en est émue, elle saisit le CSA. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros problème de déséquilibre du temps de parole? Vous avez eu un échange avec Alexis Corbière qui vous disait on en est à 34 heures quand même de temps de parole. Oui, mais ça ne veut rien dire. En fait, il faut que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent se rendent compte qu'en fait, on est dans un pays où justement il y a un équilibre des temps de parole. Que tout ça est fait d'une façon encadrée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie que le temps de parole est réparti d'une façon équitable entre tous les acteurs de la politique. Il y a une règle qui est une règle des 3 tiers. C'est 1 tiers pour le président de la République et le gouvernement, et 2 tiers pour le paysage politique, c'est-à-dire y compris la majorité. Beaucoup le reste dans les prochains jours. Attendez, tout ça est comptabilisé, tout ça est vérifié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je peux vous dire qu'à fin janvier, il n'y avait absolument aucun dépassement de temps de parole pour l'exécutif par rapport à cette règle du tiers de temps de parole. Et donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va vérifier à la fin du trimestre, donc à fin mars, si tout est dans les clous. Et donc, d'après ce que je sais, à fin janvier, ça l'était. Et c'est aux rédactions de vérifier, rédaction par rédaction, si le temps de parole est équilibré. On n'est pas encore en campagne, mais passons à la campagne des européennes quand même. On aimerait savoir où en sont les centristes. Vous-même, vous allez soutenir donc La République En Marche, ce qui est logique, vous êtes au gouvernement. UDI présente sa liste avec Jean-Christophe Lagarde. Hervé Morin aura des candidats sur la liste LR. On cherche un peu la des centristes éclatés. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Agir, la droite constructive, le parti que j'ai créé avec des amis députés, sénateurs, députés européens, maires, élus locaux, citoyens. On a pris la décision, vu la dérive des Républicains, de créer un nouveau parti politique qui s'appelle Agir la droite constructive. C'est un parti de droite, pro-européen, libéral, social et humaniste. Ce que ne sont plus les Républicains. Qui est au cœur de la tradition de l'UMP,
voulu par les pères fondateurs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, qui ont voulu bâtir une formation politique de droite républicaine et sur les fondamentaux historiques de la droite républicaine, c'est-à-dire, encore une fois, pro-européen, libéral, social et humaniste. Et c'est vrai qu'il y a une dérive des républicains, c'est vrai qu'il y a une dérive populiste, c'est vrai qu'il y a une dérive identitaire. Regardez les républicains qui, aujourd'hui, n'ont pas fait partie de ces partis de droite qui, comme certains, ont souhaité exclure le parti de M. Orban en Hongrie du Parti populaire européen, qui est le parti qui regroupe les partis de droite républicains en Europe. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la ligne politique des Républicains est une ligne conservatrice et identitaire, loin des bases qui étaient les bases fondatrices de l'UMP. Eh bien, nous, on dit que la droite ne doit pas être orpheline d'un grand mouvement de rassemblement de la droite et du centre-droit. On a bien compris la philosophie de votre ralliement, mais un mot sur les conditions pratiques. Vous aviez désigné, vous, des candidats à agir, notamment Fabienne Keller, qui était votre candidate numéro 1. Quelle place aura-t-elle sur la liste En Marche ? Fabienne Keller a effectivement été choisie, ainsi que Xavier Fournier, ainsi qu'Elisabeth Morin-Chartier, Nicolas Barnier, comme les candidats qui seront les plus en haut des candidats à agir dans cette liste-là. Et on va maintenant rentrer en discussion très précise avec nos partenaires pour finaliser cette liste. Les manifestations des Gilets jaunes, les crises de ces derniers mois vont reculer cette décision qu'avait le président de la République de faire une loi audiovisuelle, un calendrier précis. Est-ce que vous pouvez l'annoncer ce matin ? Alors, le projet de loi audiovisuelle sera présenté à l'été en Conseil des ministres. On a une date ou non? C'est l'été. L'été, vraisemblablement juin-juillet. Et ensuite, il y aura une discussion, soit à l'automne, soit début d'année 2020. Et après, vous savez qu'une discussion parlementaire, ça prend à peu près 1 an de discussion et de débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le vote. Donc, vote, deuxième partie de l'année 2020. C'est une loi qui aura 3 grandes parties. Une partie sur la régulation. La régulation à l'ère numérique, elle doit évoluer. Et donc, on doit réfléchir aux moyens, outils et organisation de la régulation modernisée. Deuxièmement, il y a la question du financement de la création. Vous savez qu'avec l'arrivée d'acteurs Internet nouveaux qui viennent perturber les dispositifs existants de financement de la création audiovisuelle, cinéma, musique, il faut moderniser ce système de financement de la création. Et troisième, notamment en transposant les directives européennes. Et puis la troisième partie, c'est l'audiovisuel public, en réaffirmant les missions de l'audiovisuel public. On a besoin d'audiovisuel public dans notre pays en matière d'information, en matière d'éducation, en matière de création culturelle. Question sur la gouvernance. Et bien sûr, une partie sur la gouvernance. Comment on peut le mieux possible satisfaire ces missions de service public. Je vous le disais tout à l'heure, pour les politiques culturelles, il en va de même pour l'audiovisuel spécifiquement. On a besoin de réfléchir à la meilleure organisation possible pour atteindre les objectifs fixés en matière de service public audiovisuel. La présidence de France Télévisions sera toujours désignée par le CSA ? Alors non, vraisemblablement pas. Ça fait partie des éléments de ce projet. Et manifestement, on ne va pas continuer dans un dispositif où l'arbitre d'un secteur est aussi un des acteurs du secteur qui l'arbitre. Ça s'appelle du conflit d'intérêts. L'idée, c'est pas de revenir à un système précédent qui était le système de désignation-nomination par le président de la République, mais plutôt d'aller vers un système qu'on peut voir dans un certain nombre d'autres pays, qui est de nomination par les conseils d'administration des entreprises audiovisuelles publiques. Les GAFA. Oui, un mot sur la taxe GAFA présentée hier par Bruno Le Maire en Conseil des ministres. Taxe nationale, puisque les Européens ont échoué à se mettre d'accord. Elle doit rapporter 400 millions d'euros cette année pour des entreprises qui font des milliards de bénéfices. Est-ce qu'on n'est pas plus dans une taxe qui est symbolique politiquement plutôt que dans une taxe qui est efficace économiquement? Croyez-moi, 400 millions d'euros, c'est pas un petit rendement. Peut-être que ça pourrait être plus. Enfin, déjà, c'est on parle de milliards choix de bénéfices pour ces entreprises. Non, mais attendez, on regrette qu'un certain nombre de pays, pas nombreux, ne se soient pas inscrits dans cette volonté large de faire en sorte que les géants de l'Internet payent le même impôt proportionnellement que les autres. Oui, évidemment, nous le regrettons. C'est 14 points de fiscalité en moins pour les géants de l'Internet par rapport à d'autres entreprises françaises ou européennes. Ce n'est pas acceptable. Et donc, il faut réagir. À partir du moment où il n'y a pas pu avoir dans un premier temps un accord européen, la France, comme un certain nombre d'autres pays d'ailleurs, ont pris la décision de mettre dans leur fiscalité
nationale, une imposition, une fiscalité. Mais en parallèle, nous travaillons notamment avec l'OCDE pour faire en sorte qu'il y ait une fiscalité qui soit une fiscalité internationale. D'ailleurs, les États-Unis sont en train de bouger. Donald Trump a indiqué qu'il était aussi légitime que ces géants de l'Internet payent un impôt plus juste. Et donc, je suis confiant, nous sommes confiants sur le fait qu'on puisse avoir un dispositif international qui se substituera à ce que nous faisons en France, pour pas que la France soit pénalisée.